Cette semaine, dans le balado, on se fait justice, on dérape dans la forêt et on fuit des créatures pas trop gentilles. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Bertrand. Salut Jeff! Salut! Alors, le retour. Ben oui, c'est ça. J'ai comme réalisé qu'on avait fait une petite pause. C'est ça. Ben, il y avait des petits épisodes spéciaux là, qui ont sorti pendant ce congé. Alors, j'imagine comme moi, pendant des vacances, t'es venu regarder des films? Ouais, ben disons pas autant que j'aurais voulu, mais j'en ai vu 2 quand même. Ouais. Alors, moi qui en vois comme 4 par semaine, 3 à 4 par semaine d'habitude. J'ai vu Trap de chez Amalan. Écoute, c'est drôle, je l'ai comparé, j'ai vu ça, puis j'ai vu Coucou, le film d'horreur un peu niché, là, qui est blague d'oiseau. Le film d'horreur un peu, c'est ça, plus restreint, là, qui a pris l'affiche. Puis c'est comme si sur papier, j'avais tout pour préférer Coucou, mais le film m'a laissé un peu indifférent. OK. J'aimais ça où ça allait, l'espèce de folie de... Ben, pour rien spoiler, mais c'est du monde qui se ramasse, je sais même plus si c'est encore à l'affiche au Québec, là, tellement que c'est passé en coup de vent, là, mais qui se ramasse dans une station balnéaire, puis je pense qu'on avait même déjà parlé de la bande-annonce avant, puis la famille se retrouve là, puis tout est weird, puis l'adolescente est un peu en conflit avec sa propre famille, dans le fond, la nouvelle famille de son père, si on veut. Puis finalement, tu te rends compte qu'il y a un peu de folie, disons, génétique et de créatures spéciales dans ces environs-là et tout, tu sais. Fait que moi, j'aime bien ça, cette folie-là, là, tu sais. Sans être du tout la même histoire, mais il y a un petit quelque chose de Barbarian là-dedans. Mais je l'écoutais, puis j'étais comme, OK, tu sais, genre, j'accepte tout, mais pourtant, ça m'a pas provoqué beaucoup d'émotions. T'étais indifférent. Exactement. Alors que Trap, autant c'est... Il y a ben trop de sauce, puis ça devient ridicule. Je me sentais vivant, genre, c'est-à-dire que je sais pas, j'étais pris au jeu, j'étais pas en suspense, mais il y a des choses qui me faisaient rire, des choses que je me demandais où ça allait aller, des choses que je trouvais ridicules, mais tu sais, ça m'animait davantage comme film, tu sais, puis c'est drôle parce que je dirais que Trap est vraiment moins bon, mais dans le fond, il était plus divertissant, peut-être. Ouais. Puis, mais t'as vu Trap aussi? Oui, je suis allé le voir. Moi aussi, pendant ta pause, j'ai fait un peu de rattrapage, entre autres. Donc, j'ai vu Trap, effectivement. Moi, j'ai été un peu déçu où je trouvais que le concept était intéressant, mais je trouvais que la réalisation de Shyamalan n'était pas à la hauteur de son idée. Et je l'ai trouvé beaucoup plus en forme dans Knock at the Cabin, que je trouvais la réalisation beaucoup plus intéressante. Mais on dirait qu'il était comme sur le neutre un peu. Il manquait de folie, puis ça me rappelait un peu, c'était le film Snake Eyes avec Nicolas Cage de Brian De Palma dans les années 90, ça, je pense qu'il se déroulait dans un... Ouais, ben dans une aréna de boxe, ouais, c'est ça. Ben, un colisée. Ouais, c'est ça. Donc, puis je pense que c'est un peu le même principe, là, il n'y avait pas des... Ben, écoute, ça fait tellement longtemps que je l'ai vu, là, mais il était comme pris, puis il y avait des... Dans Snake Eyes, il y a des affaires qui n'arrêtent pas d'aller regarder des caméras de surveillance, puis tout, je l'ai vu moins souvent. Mais il y a aussi Suspense en prolongation, avec Jean-Claude Van Damme, qui est dans une arène. Ah, mais c'est quand même un bon Van Damme. OK. Ouais, puis la fameuse ligne de Luc Robitaille, parce que dans le fond, c'est pendant une game de hockey des Pingouins contre je me souviens plus qui, puis c'est... Ben, c'est-tu contre les Kings? Non, parce que ça se passe à Pittsburgh. Est-ce que Luc Robitaille a joué pour Pittsburgh pendant un temps? Non. Je me rappelle pas. OK. Fait que sinon, c'est contre les Kings, puis c'est dans le vestiaire des Kings, mais il me semble que le film se passe à Pittsburgh. Je pense qu'il aurait interviewé plus Pittsburgh, puis Luc Robitaille a comme une phrase, puis il dit... il me semble que c'est un sac, là, genre on va leur crisser une volée ou une affaire de même. Là. Recognize him? Yeah, look Robitaille. Come on, I'll introduce you. You won't bite. Ça va? Bonjour. Ce soir, quelles sont vos chances? On va les enculer. Good for les sept. Who thinks they're gonna win? Mais bref. Non, c'est ça. Fait que j'évoquais De Palma parce que je trouvais que ça aurait été de ce type de réalisation-là qui aurait été vraiment efficace de jouer sur les caméras, des travelling, jouer sur la narration, même la trame narrative du montage. Et à quelques reprises, on sent un peu l'influence, là, des fois dans des plans, tout ça, là, qui faisait très Brian De Palma. Mais bref, c'est ça. Fait que Mais je ne sais pas si son film est une parodie ou s'il se prend au sérieux. Mais pas parodie comme L'agent fait la farce, mais disons, tu sais, embrasser le cliché de ces genres de suspense-là des années 90 qui sont over the top, que ça fait plus aucun sens à m'amener, mais on continue. Tu sais, un peu... Justement, c'est Palma ou Scorsese, là, celui avec Robert De Niro là, qui veut se venger de Nick Nolte, qui est un procureur, là, puis
Cape Fear, ouais. Ouais, c'est ça, Ouais, exactement. c'est C'est aussi, à un moment donné, c'est Ouais. ridicule, là, comme... là, il y a les agents de sécurité qui surveillent dans la maison, puis tu tournes du coin de l'œil, puis tu reviens, puis genre leur tête tombe parce qu'il y a eu le temps de leur trancher la tête, puis des affaires de même, tu sais. Mhm. Fait que c'était de même de surenchère là, si on veut. Écoute, peut-être. Qui même est moins appuyée, comme tu dis, Ouais. peut-être par la réalisation. Ça fait plus de légèreté, ce qui est un peu bizarre. Tu sais, moi, mon gros bug avec le film, c'est que ben j'en ai deux, en fait. C'est que je comprends qu'il y a beaucoup de choses. Ça aurait peut-être été intéressant que ça reste juste dans l'aréna, mais ça quitte l'aréna. Mais pour les besoins de quitter l'aréna, qu'il se passe les choses, puis que les gens soient pas couchés, ben c'est comme un show d'après-midi. Puis il y a plein des petits détails que des fois, il faut embarquer. Tu sais, ils volent une carte magnétique, ça ouvre la bonne porte, ces affaires-là. Puis c'est comme, OK, c'est correct. Mais genre, il n'y a aucun spectacle de cette envergure-là pour une artiste pop de renommée internationale, là, un genre de... Taylor Swift. Là. Ouais, c'est ça. Ou tu sais, dans sa musique, en tout cas, j'ai oublié d'autres noms, mais tu sais, ça serait pas à 4 heures de l'après-midi dans un aréna à Philadelphie avec 30 000 personnes. Aucune chance que ça soit ça. Fait que juste cette affaire-là, je suis comme impossible, je débarque de tout ça. Puis mais en même temps, c'est comme la prémisse centrale. Ouais, mais c'est comme si ta prémisse de ton idée, il y a du monde qui aurait dû dire non, mais ça marche pas, là. T'sais. Tu peux pas aller voir un show d'aréna d'artistes majeurs qu'en après-midi, puis que ça finit, il est 8 heures, puis personne n'est couché, puis le soleil est pas couché quand le spectacle termine. Là. Ben, ça peut être l'été. Puis en même temps, non, l'artiste est dans le coup. Fait que je veux dire, elle accepte de dire on fait le show. Parce que dans le fond, c'est le coup monté. Là. Ouais, mais il avait acheté ses. On va discuter de ça. Il avait acheté ses billets avant. Ouais. Fait que si t'as acheté tes billets, ils peuvent pas avoir changé l'heure du spectacle par après. Là. Elle s'en venait, il a acheté des billets. Quand ils ont découvert qu'il y avait des billets pour le show, là, ils ont prévenu tout le monde de dire on va essayer de l'attraper. Fait que le spectacle avait lieu, ça fait partie de sa tournée normale. Puis, tu sais, Ouais. Tu gagneras pas là-dessus. Non, il y a aucune chance qu'il y ait ce spectacle-là l'après-midi. Les seuls moments qui font ça, c'est, mettons, des humoristes. Des fois, ils font ça quand ils n'ont pas de temps. Ils vont faire une supplémentaire en avant, là, à 4 heures. Puis après, il y a un petit buffer. Puis l'autre show à 8 heures. Mais un artiste vocal ne peut pas faire ça. Il peut pas faire 2 shows de suite. Ben, t'as le droit de pas embarquer. Moi, c'est vraiment un petit détail. Ah, moi, c'est comme aucun... C'est comme si t'arrivais dans un film contemporain puis que les autos volaient, là. C'est comme la même affaire pour moi. Aucun doute. Puis, le népotisme est à la mode. Hein? Puis, il y a comme 2 mois, il a produit le film de sa fille qui était pas super. Puis là, il met en scène son autre fille qui est une chanteuse en y donnant un autre personnage pour y faire composer un album. Tu sais, toutes les chansons qu'il y a dans le film existent sur un album, là, en tant que, j'ai oublié, Raven, machin, là. Puis avec les mêmes features puis toutes ces affaires-là. Fait que là, c'est un petit peu méta pour mettre en scène, là. Dans le fond, c'est ça, vu qu'ils ont composé, je sais pas, 9 tunes pour le spectacle du film, ben ils ont fait un album et tout. Puis elle a quand même un gros rôle, puis elle est quand même vraiment mauvaise. Ouais, c'est ce qui m'a un peu surpris. Je m'attendais pas à ce que ce personnage-là, finalement, devienne un élément central du film. Ben, il aurait dû prendre Taylor Swift, tant qu'à ça. Ouais, ou en tout cas, il y avait plusieurs de bonnes actrices. À jouer dans une couple de films, ça, je veux dire. Oui, non, mais je veux dire, t'as comme Olivia Rodrigo, t'as Sabrina Carpenter, t'as plein de jeunes actrices qui ont grandi dans la famille des émissions de Disney sur Disney Channel, puis qui sont aujourd'hui actrices et chanteuses. Fait que bref, je suis un peu d'accord là-dessus. Je pense qu'il aurait été gagnant de prendre une bonne comédienne. Ouais, puis au début, tu penses qu'elle est juste là pour être chanteuse, puis c'est correct, mais quand il faut qu'elle est comme plus impliquée dans l'histoire, t'es comme oh là là là, ça c'est... Fait que, non, là, il y a comme moi, j'ai trouvé plus un problème de ton à un moment donné, puis quelques revirements vers la fin là, qui sont un peu peut-être un peu trop gros. Là. Mais c'est souvent le cas des films de Shyamalan, tu sais, tout passe toujours par ces punchs de fin, puis là, le fameux punch ou twist est pas si intéressante que ça, sans les 3 en détail. Puis je trouvais que la fin tombe un peu à plat. Là. Mais bref, ça, c'est ça. Mais tu sais, c'est mes impressions. Dans ce cas-là, c'est plus un 3e acte que vraiment une twist. Parce que la twist, ça serait que c'est lui le tueur, puis on l'apprend assez rapidement. On le sait même dès la bande-annonce. Il y a quand même la twist. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres révélations, mais tu sais, quand on avait fait notre épisode spécial sur lui, j'en avais lu beaucoup autour des entrevues, des choses comme ça.
Puis c'est drôle parce qu'il disait qu'il était tanné qu'on dise qu'il est toujours le gars des twists, parce que c'est vrai que ça faisait une couple de films qui en avait plus vraiment. Tu sais, même Knock at the Cabin, oui, c'est une twist, mais c'est plus que c'est... Si quelqu'un d'autre avait fait ce film-là, qui vient d'un roman, on n'aurait pas dit « Ah oui, là, il y a une grosse twist à la fin. » Tu sais, c'est plus... Toute la base, c'est vrai ou c'est pas vrai, puis c'est ça l'enjeu, mettons. Est-ce que c'est vrai que c'est les Chevaliers de l'Apocalypse, puis qu'il faut qu'ils tuent quelqu'un pour que ça empêche, tu sais. Fait que c'est pas nécessairement une twist ou des choses comme ça, tu sais. Fait que... Mais ces films finissent quand même toujours par une chute qui vient surprendre. Exact, mais pas autant que... Dans le fond, le sixième sens, là. C'est pas... Puis peut-être pas Unbreakable, mais quand il est plus tombé avec Split, là, puis des affaires de même, là. Mais, tu sais, non, pas toutes, là. La Dame de l'eau, puis After Earth, puis Avatar, puis toutes ces affaires-là. Parce que là, on était ça, je veux dire, c'est qu'au final, Channel. dans sa filmographie, il y a peut-être la moitié là, qui en ont plus de super twists de « Oh mon Dieu, tout ça était que... » Old n'a un peu d'une certaine façon, mais comme dit, c'est plus la chute de... Finalement, qui c'est qui contrôle tout? Pourquoi il y a cette affaire-là? Fait que mais c'est pas soudainement un gros revirement de tout ça n'était qu'un rêve ou... Non, c'est ça. Mais... C'est vraiment le sixième sens qui a la plus grosse des... Oui, mais comme je dis, le revirement à la fin n'est pas de cette ampleur-là, mais n'est pas si intéressante. Il nous la présente comme si ça devait être comme oh my God, j'essaie d'éviter d'aller dans les ouais, détails. Puis ici, je me souviens même plus tellement ça m'a pas marqué. Ça, on en parlera hors donc. Fait que bref. Je suis comme, dans la tête, il n'y a rien. Mais puis j'ai vu Twisters aussi, finalement, parce que j'avais pas l'occasion de voir pendant fun le ride ouais, c'est vraiment ce que c'est, sans prétention. Ça se prend pas au sérieux, mais c'est fait sérieusement. Puis je pense que, honnêtement, le choix du réalisateur, Lee Isaac Chung, c'est ça, fait que qui est comme un peu un choix surprenant, parce qu'il a toujours fait du film un peu très indépendant américain. Mais en même temps, il a grandi dans le Midwest. C'est lui qui connaît bien voulait faire le film. Ouais, c'est lui qui a pitché. Ben oui, c'est ça. Fait que je pense que ça se sent. Il connaît cette culture-là. Je pense qu'il l'aime, évidemment. Il grandit là-dedans. Ça se voit à l'écran. Puis c'est surtout, évidemment, la paire de personnages, les protagonistes des Edgar Jones et Glenn Powell, qui forment vraiment une paire très sympathique à l'écran. Là. Fait que si vous ne l'avez pas encore vu, vous allez passer un bon moment. Allez-y, assurément. Ouais, c'est encore l'été, les vacances. Ça joue encore sur les écrans. Ben écoute, c'est un mois d'août assez chargé et surtout très fréquenté, ce qui est... C'est quand même assez rare, c'est comme la fin habituellement de l'été, les gros canons sortent en juillet, mais là, cette année, les gros films ont sorti fin juillet, début août. C'était ça l'an dernier aussi, quand même. Là. En fait, c'est qu'on a eu... pas aussi fort. T'avais le phénomène Oppenheimer-Barbie, mais qui est sorti en juillet puis qui continue à avoir de longues, mais là... On a deux gros films qui sont sortis au mois d'août, la semaine dernière, It Ends With Us, puis là, sur 1995, qui est le 31 juillet. C'est ça. Fait que... Mais c'est quand même moi, ce que je trouve qui est similaire à l'autre année d'avant, puis là, j'y vais de mémoire, là, on n'a pas mis ça sur papier, c'est qu'on avait eu Mission Impossible, puis Indiana Jones, et peut-être même un autre pour lesquels il y avait beaucoup d'attentes, puis que ça n'a pas livré. Ouais. Je pense que c'était peut-être Elemental l'an passé, que c'est comme ça va cartonner, tout le monde va être là, blablabla, puis ça a été bien timide. Alors que là, cette année, Inside Out a vraiment beaucoup marché, mais les autres films de juin, Bad Boys a fait des chiffres honnêtes, mais il n'y a personne qui a vraiment explosé, même Twisters, c'était comme correct et tout. Fait que c'est vraiment quand Les Belles-Sœurs au Québec a bien marché, mais quand c'est ça, Deadpool est sorti, puis 1995, puis là, comme tu dis, Ethan, c'est un bon buzz. Je sais pas si ça va durer 8 semaines dans le temps, mais ça va au moins marcher encore quelques semaines. Ethan with Us, surtout qu'un film qui ouvre à 50 millions au box-office au mois d'août, c'est extrêmement rare qu'on voit ça. Ouais. Puis là, on a potentiellement un deuxième cette semaine avec Alien Romulus. Fait que d'avoir deux films de cette envergure-là, pour ce mois d'août, c'est assez exceptionnel. Moi, je pense qu'ultimement, là, on est dans le mode box-office. Je serais pas surpris, je le souhaite pas, on en parlera tantôt, mais qu'Alien Romulus sous-performe. Ah oui? Ouais. Pourquoi? Parce que Deadpool est encore fort, parce que It Ends With Us va être encore fort. Fait qu'à un moment donné,
Oui, il y a un bassin. Là. Il peut y avoir juste de plus en plus de gens au cinéma, mais j'ai l'impression que c'est là. Ça va arriver qu'il va y avoir un film qu'il va pas réussir à tirer son épingle du jeu parce que les autres sont encore plus intéressants. T'sais. Les gens parlent plus de Deadpool que de Romulus, peut-être. Mais tu sais, je connais pas le pouls de tout le monde et de toute l'Amérique. Je connais juste autour de nous, tu sais. Fait que... Écoute, on pourra s'en reparler la semaine prochaine, on verra bien, mais je serais pas surpris qu'ils fassent plus un genre de 35 puis qu'ils déçoivent, puis etc. Mais tant mieux s'il marche, parce qu'on en reparlera, puis je pense que... j'ai hâte de voir. Mais en tout cas, les pronostics le situent à peu près 30 millions, puis là, aux derniers estimés, c'est plus du 40-45, peut-être plus, parce qu'évidemment, les critiques sont très élogieuses. Fait que ça semble avoir un bon buzz, en tout cas. Fait qu'on verra bien lundi qu'est-ce qu'il y en a. Mais déjà, si ça ouvre dans une fourchette de 30-40 millions... Je pense que c'est déjà un très bon succès, surtout qu'il y a un petit budget, on en parlera tout à l'heure. Ouais. Et ça sera un autre quand même succès pour Disney qui pense au cash à la banque cette année. Oui, qui se rattrape pour l'an dernier. Voilà. Puis restons dans les actus de la semaine. Et justement, parlons de box-office. Si la tendance se maintient, ça veut dire qu'il va y avoir... parce que 2022 a été très fort pour Disney, notamment à cause d'Avatar. 2023, plus difficile. Puis donc, des gros flops de Marvel et des affaires de même. Ouais. Fait que là, si 2024 est fort, est-ce que ça veut dire que 2025 va être difficile pour eux? Vu ce qui s'en vient, ça s'annonce assez bien. J'ai l'impression que c'est ça. l'anomalie va être 2023. Captain America va se péter la gueule? Je pense pas. Ouais, non plus, je pense pas. Je parlais justement de It Ends With Us. Il est arrivé quelque chose quand même d'assez sympathique la fin de semaine dernière au box-office où les deux premiers films, donc Deadpool, qui a réussi à conserver sa couronne. C'est un couple, ça? C'est un couple, effectivement. Donc Ryan Reynolds et Blake Lively, pour ceux qui ne suivent pas les réseaux sociaux. Est-ce que Reynolds a un caméo dans It Ends With Us, c'est-tu? Sûrement pas, je pense. Non, je pense pas. Parce qu'elle a un caméo. Oui, c'est ça. Mais je pense pas qu'on avait parlé lors du... non, parce qu'on a fait une pause. On a parlé de Deadpool, par exemple? Oui, mais de la campagne promotionnelle de It Ends With Us, as-tu ça passé sur les réseaux sociaux? Non, pas du tout, non. On sait que Ryan Reynolds est vraiment le king de la promotion, du marketing. Oui. Il est vraiment très, très fort. Alors, pour la tournée de presse médiatique pour It Ends With Us, à un moment donné... il y avait le comédien qui joue comme l'intérêt amoureux de Blake Lively qui est en interview. Et comment ça se passe? Généralement, les comédiens sont dans une chambre d'hôtel puis défilent les journalistes aux 15-20 minutes. C'est pas les artisans qui se promènent, c'est les journalistes qui changent de table. C'est ça, qui rentrent dans une pièce puis qui fait son petit topo. Alors, à un moment donné, c'est Ryan Reynolds qui rentre, qui vient interviewer le comédien. Puis il dit, comment c'est justement embrasser la femme de Ryan Reynolds, puis ça, tu fais qu'il pose des questions malaisantes. Fait que c'est super drôle. Fait que là, il s'en va. Deuxième personne, la mère de Ryan Reynolds. Ah ouais, ok. Alors, comment c'est d'embrasser ma bru, tout ça. C'est super drôle. Et troisième personne, Hugh Jackman qui se prête au jeu, qui vient interviewer. Fait que j'ai trouvé ça tellement drôle. Vous pouvez le voir sur les réseaux sociaux. Là. OK. Mais le comédien joue la game. Là, oui, puis comme Deadpool était à l'affiche depuis 2 semaines, on jump on the train l'un pour l'autre, puis etc. Là, effectivement. Fait que bref, je trouvais ça drôle. Mais oui, c'est ça. Alors, on avait donc en ces deux positions-là un couple. Et la dernière fois que c'est arrivé dans l'histoire du cinéma... C'est en quelle année? 1990. Oh, là, je pense pas que je vais... Si je te donne un indice du couple de l'époque, c'était Bruce Willis et Demi Moore. En juillet 90. OK. Là, Demi Moore, je me souviens pas des sorties exactement. Là, c'est-tu G.I. Jane ou Striptease? Là, mais... Ça, c'est un peu après. OK. Ouais, avant ça. 90, pas... Non, je pense que je le saurais pas. Mais lui... C'est-tu un des Die Hard? C'est-tu Die Hard 2, peut-être? Oui, c'est ça, Die Hard 2. Mais... Et Demi Moore, c'était Ghost. Oh, qui était en deuxième, qui avait ouvert en deuxième position. Okay. Die Hard était déjà à l'affiche depuis 2-3 semaines. C'est drôle parce que quand je pense à Ghost, je pense juste à Whoopi Goldberg, alors que c'est plus le troisième rôle là-dedans, mais en tout cas, c'est... Donc, quand même, je trouvais que c'est une petite statistique assez... ça n'arrive pas fréquemment quand même. Mais au Québec, ça me fait rire aussi. Des fois, il y a ça. Là. Il y avait récemment eu ça. Marc-André Grondin qui sortait le successeur. Puis comme une semaine après, il y avait... c'était un film d'animaux, mais narré par Sarah-Jeanne Labrosse. Kinoyuk. Ouais, c'est ça. Puis il y en avait eu d'autres récemment. Mais tu sais,
sortent un peu. On a souvent les mêmes faces un peu qui se croisent. Là. Ouais, Fait que ça arrive, on en parlera dans les bandes annonces, là, genre deux films funky qui vont sortir cet automne. Et ben, tu parles de box-office de sortie québécoise. Restons dans le box-office québécois parce qu'il faut quand même souligner que c'est un gros été. Écoute, on avait parlé au début de l'été, lequel des deux films finirait peut-être au top du box-office entre Nos Belles-Sœurs et 1995. Ouais. J'ai hâte de voir, mais 1995 est parti très, très fort. 1,5 million en même pas 2 semaines à l'affiche. Donc, on va avoir deux films qui vont atteindre les 3 millions parce que Nos Belles-Sœurs est à 2,7 millions. Ouais, c'est ça, lui. Mais là, c'est sûr qu'il fait... Il fait encore un 100 000 par semaine. OK, bon, tu vois, j'allais lui donner 3 semaines pour le faire. Peut-être 2, surtout que je pense qu'il annonce moyennement beau au Québec en fin de semaine. Fait que si c'est pas fin août, sûrement début septembre. Puis 1995 risque aussi en septembre d'atteindre ce chiffre-là. J'ai pas noté la dernière fois qu'il y a eu 2 films qui ont fait 3 millions, mais je vais faire ça pour la fin de semaine prochaine. Je suis quand même curieux de voir. Ouais, ben écoute, il y a beaucoup... tu sais, il y avait quand même des grosses performances ça a été tellement dur récemment qu'il y a encore beaucoup de records que c'était genre Menteur en 2019 qui détenait, puis que depuis la pandémie, personne l'avait fait. Là, genre, puis est-ce que cette année-là qu'il y avait eu la Bolduc, c'était 18 ou 19? Je pense que c'est plus 18 la Bolduc. Fait que ça aurait été... Puis sinon, je pense de Père en Flic 2 puis Bon Cop, Bad Cop 2, c'était pas la même année. Hein. Ça, je me rappelle plus. Écoute, je pense que oui. Ouais, fait que ça serait peut-être ça à ce moment-là. Ouais, puis ça doit être 17, 18, je sais plus. Ouais, en tout cas, je vais aller fouiller ça. Ben oui. J'aurai cette stat-là. Mais à souligner quand même, donc, évidemment, cet exploit-là de 1995, mais Troji aussi, qui devient quand même le king du box-office. 7 de ses films ont franchi la barre du million. Puis 7 sur combien? Sur 8. Ouais, fait que c'est quoi, Québec-Montréal qui l'a pas fait? Non, c'est 1981. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Puis il a fait genre 900 quelques mille, c'est là, ça. Ouais. Mais moi, tous les autres films ont au moins franchi le million. Fait que c'est quand même un bon badge d'honneur qui peut se vanter. C'est drôle parce que, à moins que je me trompe, imagine s'il avait fait un film avec Michel Côté, tu sais. Ouais. Qu'on surnomme Monsieur Box Office parce que lui il faisait des méga hits aussi, surtout vers la fin, toutes les grosses comédies, les gros films. Fait que s'il avait fait un ensemble, le monde... Oui, avec Louis-José Hood, qui était comme devenu la nouvelle ouais, mais ils ont eu beaucoup de projets ensemble. Ouais. Alors, ben voilà. Puis, j'ai oublié je voulais mettre un copyright sur le couple de Blake Lively et Ryan Reynolds. Écoute, je ne sais pas s'il existe, là, mais moi, je vais avec Ryake ou Brian. Fait que je vous laisse choisir. On dirait des noms de Pokémon. Sinon... Est-ce qu'il y a juste Brad Jelena qui est comme le ultime? Y en avait-tu d'autres? Y en avait-tu un pour Ben Affleck? Ouais, puis, c'était... Ben Lopez, non? Non, c'était quoi? C'était comme... Jaffleck? Non, c'était pas... Hey, je me rappelle. Ben Affer. Ah oui, c'était ok. Ben Affer, ouais. Ok, ouais. Ouais, mais c'est drôle, ça marche pour Jennifer Garner aussi, finalement. Il faut être 2 fois. Tout à fait, quand même. Ben oui, c'est 2 Jennifer. Fin de semaine dernière, c'était le Expo Disney D23 pour annoncer, évidemment... 37 films. Ouais, c'est ça. Fait que, évidemment, suite du Comic-Con de San Diego qui avait eu fin juillet, alors Disney en rajoute avec plusieurs trucs. Fait que je vais faire un petit survol quand même des grosses au Comic-Con, c'était plus le Marvel, puis là, c'est ouais, tout c'est ça. Le reste, oui, effectivement. L'emphase a été vraiment mis plus sur, entre autres, Pixar et Disney Animation. Mais on a annoncé officiellement le titre du 3e Avatar, que je ne sais pas si tu as vu passer. Je me souviens que ça parle de feu. Oui. Je sais plus. Il est dedans. C'est Fire and Ash. OK. Alors, feu et cendre. OK. Pas Ash avec Evil Dead puis Bruce Campbell. Ah, écoute, peut-être un caméo. Un avatar avec une chainsaw. Et puis, on a annoncé que Michelle Yeoh sera du 4e et 5e volet. Okay. Et que James Cameron a confirmé qu'il va réaliser le 4e et 5e film, à moins vraiment que... sûrement que dans 2 ans, il va dire qu'il le fait plus. Puis après, ils vont retarder les films de 3 ans. Puis là, il va dire qu'il le refait. Puis... Je sais pas. En tout cas, il a dit vraiment, je suis en santé. Tant que je suis en santé, je vais les faire. Il y a encore beaucoup de plaisir c'est ça. à organiser ça. Alors... Il a vu exactement c'était quoi son bonus de performance. Oui. Ouais, je pense que je pourrais avoir plus d'argent dans ma vie. Fait que...
Alors, sorti en décembre 2025 pour Avatar Fire and Ash. On a confirmé aussi la date de sortie de Toy Story 5, qu'on sait qui est en préparation. Alors, ça va être le 19 juin 2026. OK. En même temps, on a confirmé que ce sera Andrew Stanton qui va le réaliser, qui avait fait les deux Finding Nemo et Finding Dory et Wall-E quand même. Donc, des films bien aimés. Oui, tout à fait. Un des solides de Pixar, en fait, qui est là depuis quasiment les débuts de Pixar, avait travaillé sur Toy Story aussi, même s'il n'en était pas le réalisateur à l'époque. Et on a juste teasé l'histoire un peu que la bande de jouets va faire face à une invasion, ou en tout cas une menace d'une armée de Buzz Lightyear détraquée. Là. Fait que ça va jouer sur l'électronique et l'intelligence artificielle, tout ce tableau-là. Fait que j'ai bien hâte de voir. On a annoncé aussi qu'il y aura un Incredibles 3. Fait que, qui sont dans les films les plus lucratifs. Oui. Alors, Brad Bird revient à la scénarisation-réalisation. Pas de date encore, mais on a annoncé que c'était en gestation. Et on a annoncé aussi un projet original, parce qu'à travers leur maintenant innombrables suites, quand même, Pixar travaille des fois sur des trucs originaux. Alors, il y a Elio qui s'en vient l'an prochain, en 2025. Et là, ça va être Hoppers en 2026. Sur des insectes, non, c'est une personne, je pense que c'est une fille ou une jeune femme qui tripe sur les animaux et qui peut utiliser une espèce de technologie pour transférer sa conscience dans une espèce d'animal électronique. Là. OK. Fait que ça a l'air sympathique, là, les premières images qu'ils ont révélées. Du côté de Disney Animation, on a confirmé la date. En tout cas, on a annoncé que Zootopia 2 s'en venait pour novembre 2025. Okay. Un Frozen 3 pour 2027. Mm-hmm. Et puis, on a révélé aussi Stitch en version numérique, parce qu'on sait qu'il y aura le droit un peu, le traitement au style Sonic un peu. Okay. Avec une version live action de Lilo and Stitch, mais avec un Stitch animé par ordinateur. Il y a l'air très sympathique, honnêtement. Ça, c'était à l'été 2025. Et on a dévoilé les premières images. Ça va s'appeler Stitch. Lilo and Stitch. OK, c'est ça. Mais il n'y a pas un autre projet avec Stitch en side, c'est pas ça. OK, là, je pense que j'avais mal compris ta prémisse. Je savais pas s'il y avait à avoir deux affaires, comme Moana, mettons. Non, c'est ça. Et du côté Star Wars, on a révélé que le prochain film sortira le 22 mai 2026. C'est évidemment la transposition de la série de Mandalorian et Grogu à l'écran. Et là, ils ont dévoilé comme des images teaser qui n'ont pas été encore sorties dans le grand public. Alors, c'était vraiment exclusif pour ça. Mais il y en a évidemment des malins qui filment ça. Alors, ça peut se trouver sur le web. Ça a l'air quand même assez sympathique, honnêtement. On retrouve une planète de neige. Je ne sais pas si ça va être la planète Hot d'Empire Strikes Back. Mm-hmm. Et des Hat-Hat, les fameux véhicules. Puis tout ça se passe où dans les Skywalker? Ça se passe vraiment, c'est une trentaine d'années après le retour du Jedi. Donc, entre le retour du Jedi et la dernière trilogie. The Force Awakens, c'est ça. Voilà, fait que pour Disney qui ont dominé les nouvelles cette semaine, tout en dévoilant deux nouvelles bandes annonces, dont celle de Blanche-Neige. Ouais, ça s'appelle juste Blanche-Neige. Ouais, Snow White. On a enlevé les 7 nains qui sont d'ailleurs aucunement non plus dans la bande annonce. Ils sont là, mais okay, oui. Bon, fait que, as-tu eu le temps de la regarder? Oui, mon attention span fait que j'ai rien retenu. En fait, on s'éloigne de cette interprétation-là de la légende du film de Disney, le classique d'animation. Parce que vraiment, dans la légende je pense que c'était Grimm, des frères Grimm, Blanche-Neige. Sûrement. C'était vraiment dans le bois, puis il y a des gens qui meurent. C'était vraiment des créatures mythologiques. C'est vraiment donc la version de Disney qui en ont fait des nains. Mais c'était plus des elfes. Des petites personnes. Ouais, c'est ça. Fait que là, ça va être un mélange de... Ils ont d'air humain, là, mais donc on va avoir différents personnages de différentes grandeurs. Puis je pense qu'il y a même une femme aussi, un personnage féminin. Là. Fait que, bref, mais ça a causé évidemment beaucoup de remous. En fait, depuis l'annonce de ce projet-là, très controversé sur les réseaux sociaux. Là. Je ne sais pas si vous suivez ça un peu, mais évidemment, donc cet aspect-là, c'est plus les gens très... On peut plus rien dire. Ouais, c'est ça. Mais surtout les gens très conservateurs, mais là, dans le sens de faut rien changer au film, puis tu sais, qui sont très nostalgiques de ça. Fait que là, d'avoir déjà changé, de ne pas avoir de petites personnes, pour certains, c'était comme un gros drame qu'on change ça. Et évidemment, le casting de Rachel Zegler,
qui est d'origine latina et latina, en anglais latina. Puis Gal Gadot aussi. Ouais, mais bien que ça, c'est un bon choix de casting, mais c'était surtout parce que c'est un bon choix de casting, mais elle avait fait des polémiques aussi à mener avec des affaires qu'elle avait dit, je pense. Puis... c'est sûr qu'elle est juive d'origine, fait que c'est sûr qu'au nouveau conflit, là, dans la police internationale, c'est sûr qu'elle a... Tout pour choquer l'Amérique. Ouais, c'est ça. Mais surtout, il y en a qui s'offusquent donc que Blanche-Neige ne soit pas blanche. Fait qu'on est tout encore dans ce discours-là depuis la petite sirène et tout ça. Là. Fait que moi, même si j'adore le choix de Rachel Zegler, qui est une comédienne que j'aime, qu'elle est très bonne, qu'elle chante, évidemment, parce qu'il va y avoir quand même des chansons aussi, comme le film. Fait que bref, là, on a pu enfin voir les premières images. Puis honnêtement, moi, j'ai été très charmé. Visuellement, ça a l'air vraiment beau. Je trouve que le casting est super bon. Gal Gadot va faire vraiment une très bonne méchante reine. Mm-hmm. Le look et tout ça, esthétiquement, ça, on évoque beaucoup les images du dessin animé. Fait que ça s'en vient sur les écrans le 21 mars prochain. C'est réalisé par Mark Webb, qui avait fait plus connu pour les 2 Spider-Man avec Andrew Garfield. Ouais, ou 500 Days of Summer pour les autres, mais qui n'ont rien à voir avec le scénario, quand même, de Greta Gerwig. Blanche-Neige, ça? Ouais, fait qu'il va peut-être avoir quand même un petit peu de woke, l'agent de woke. Ouais, peut-être. Fait que ceux qui vont qui vont peut-être l'être encore un peu plus s'il y a un message un peu plus féminisme dans le film. Bref, c'est ça aussi. Mais toi, qu'est-ce que t'en as pensé de la bande-annonce? Moi, je suis très... En général, là, je suis très, 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 très indifférent à toutes ces remakes en prise de vue réelle. Ouais. Ça me passe 6 pieds par-dessus la tête. Que je vais aller voir par curiosité parce que c'est des gros événements de cinéma et tout, mais j'arrive pas avec mon brique puis ma brique puis mon fanal. Là. Je suis juste très neutre. Là. Ils font ces affaires-là, c'est des idées mercantiles, c'est pour les remettre. Je suis comme, tant qu'à refaire le dessin animé en dessin animé, ok, faites-le en prise de vue réelle. Puis, fait que justement, du coup, qui en profite pour un petit peu comme moderniser genre certains aspects, je louange ça, je salue ça. Moi, c'est une question. Si c'est fait avec goût, allons-y, pourquoi pas. Puis jusqu'à là, moi, j'ai pas été déçu, juste un peu comme toi. Je veux dire, c'est pas des films que j'attends et que je suis impatient de voir. Si je suis diverti et je trouve ça intéressant et j'ai passé un bon moment, tant mieux, la mission est faite. Mais jusqu'à date, généralement, je pense que c'est dans l'ensemble, ces films-là. Tu sais, Aladdin, j'ai trouvé ça vraiment sympathique. Cendrillon aussi. Là, ce que je réalise, c'est cool. Que j'avais vu le livre de la jungle de Jon Favreau. C'est un des premiers, d'ailleurs, qui avait fait comme ça. Puis j'ai juste vu La Petite Sirène l'été passé à cause qu'on l'a couvert avec le balado puis tout. Fait que là, je suis en train de me dire, va-tu falloir que je me tape l'ancien Roi Lion, le 2019-18, en vue de Mufasa qui sort en décembre. En même temps, c'est la même histoire, je la connais. Là. C'est ça. Fait que non, les Aladdin, Belle et la Bête, Cendrillon, même... je sais que c'est autre chose, mais Tim Burton, là, quand il jouait avec Alice au Pays des Merveilles, j'ai jamais vu ces affaires-là. J'ai jamais vu... Je mets tout ça dans le même bateau, c'est des films pour enfants, mais tu sais, Magicien d'Oz, j'ai jamais vu l'original, mais à un moment donné aussi, il y avait James Franco là, dans des remakes puis des affaires de même. Je pense que c'était comme un prequel. Ouais, c'est ça. Toutes ces affaires. J'ai jamais rien vu de ces affaires-là. Avec toutes des choses que tu vas découvrir dans les prochaines années. Avec un il va y enfant avoir d'autres versions quand je vais écouter ça dans genre 8 ans. Là, ça dépend lesquels films. Là. Restons dans les bandes annonces. Un doublé Pierre-Luc Funk. Oui, comme tout parent de mon âge, c'est clair que à mes enfants, je vais montrer Aladdin puis Roi Lion des années 90 en dessin animé, pas le récent qui dure 2h10 qui va y faire peur. En tout cas, bref. Donc, doublé Pierre-Luc Funk. Que je me demande si c'est pas même une première incursion au cinéma pour... Non, il a joué dans Un été sans point de sûr. C'est ça qui l'a mis ça à la main. T'as raison. Il a été dans Genèse aussi. 1987. Maxime. Une couple de films. Mais... Ça fait quelques années, je pense, depuis Mathias et Maxime en 2017-18 qu'on l'avait pas vu. Mais que c'est vraiment lui la vedette, non? Quoi? L'autre film de Francis Leclerc, là, il faisait le curé qui zozote dans... Rachus de temps. Mais ce n'était pas le... C'était pas le rôle principal. Le rôle principal. Mais nous, c'est pas ce que j'allais dire. Ça fait 5-6 ans, mais dans le fond, ça fait 2 ans Ce qui est quand même un peu surprenant parce que c'est quand même le roi de
la télévision, en tout cas, un des figures très populaires là-dedans. C'est comme un peu surprenant que mais c'était peut-être voulu de sa part aussi, là, de ne pas trop s'éparpiller. Oui, ou juste que le dans bon le fond, projet, les castings n'étaient pas vraiment... le scénario lui tentait moins. Fait que bref, il sera à l'affiche et tête d'affiche de 2 films à venir. Le premier qui sortira cet automne, je pense que c'est pas un film très grand public, un peu un ovni, si j'ose dire. Vous n'êtes pas seul, c'était bien ça, de Marie-Hélène Vien et Philippe Lupien, qui, eux, proviennent du court-métrage. Puis je te laisse aller avec la... Écoute, j'ai vu la bande-annonce il y a comme 3 jours, mais je sais pas, tu me pognes un peu... Bon. Je sais qu'on s'était dit que tu parlais de ça, mais j'ai pas réécouté et tout. En fait, ce qu'on commence avec Pierre-Luc Funk, qui est un livreur de pizza très solitaire, qui a de la misère un peu à créer des liens avec les autres, et surtout les femmes, va tomber en amour avec Marianne Fortier, un personnage joué par Marianne Fortier, une autre on la très connaît bonne. de où, elle? C'est-tu une Elle avait joué dans... non? Ouais, Aurore. Okay. Oui, elle avait débuté là-dedans. C'était-tu la dérape à la télé? Okay. En tout cas, elle a fait encore beaucoup de télé aussi. Et puis, qui est de Québec, d'ailleurs, Marianne Fortier. Et puis, fait que va tomber en amour avec ce personnage-là, mais on comprend qu'il y a des extraterrestres. Ouais, il y a comme des instances qui discutent de lui. Ouais, qui l'observent, puis qui n'ont pas de l'air des terriens nécessairement. Puis, fait que voilà. Fait que c'est assez cryptique, mais avec la toune d'Hélène aussi très présente, qui fait un drôle de clash. Avec j'ai hâte de voir ça. Ça peut être un beau petit bijou, un peu comme... ça va ressembler à un Mistral spatial ou une affaire de même, là, qu'on avait eu. Peut-être même petit. C'est quoi Vampire cherche suicidaire qu'on s'en Vampire humaniste. Vampire humaniste. Fait que peut-être dans cette talle-là un peu. J'ai hâte de voir. D'ailleurs, il sort au mois d'octobre. Et puis l'autre, ça, c'est un an que j'ai bien hâte quand ça avait été annoncé. Ville et Misérable, qui lui sortira qu'en février 2025. Ok, tu vois, je savais pas qu'il avait confirmé février. Ouais, février. Ça disait encore automne pendant longtemps, mais tu vois les fenêtres se refermer, puis t'es comme, ben là, je sais pas quand est-ce qu'ils vont sortir un gros film de même. Ouais, gros film a quand même, je pense, un peu à petit budget, parce que c'est l'adaptation d'une bande dessinée. C'est ça, je pense qu'il va y avoir un hype autour de ce film-là, mais effectivement, je pense pas qu'il va faire 3 millions. Non, c'est ça. Mais c'est que dans le fond, le diable est sur Terre. Ouais, qui est joué par Fabien Coucy. En fait, c'est un démon. C'est pas le diable, mais c'est un démon. Qui a vraiment juste un suit, un costume là, comme quasiment d'Halloween. C'est un peu absurde. Dans la bande dessinée, on est beaucoup là-dedans, dans l'humour très malaisant aussi. J'ai hâte de voir à quel point ils vont transposer ça à l'écran. Mais c'est Samuel Quentin qui a fait la BD, qui co-scénarise le film aussi. Et ce démon-là travaille dans une librairie de livres usagés. Il va avoir un nouvel assistant qui est joué par Pierre-Luc Funk, qui lui semble être comme empreint de bonté, tout ça. Fait qu'il va comme... aider ce démon-là très déshumanisé, très cynique, amer, à reprendre comme goût à la vie, mettons, un peu. Là. Il y a Anne-Élisabeth Bossé aussi qui semble jouer un autre démon. Fait que... j'ai bien hâte de voir ça. C'est fait par Jean-François Leblanc. C'est ça? Oui, Jean-François Leblanc, qui provient encore du court-métrage. Fait que comme toute on dirait une nouvelle génération là, de cinéastes qui font tous leurs premiers longs métrages cette année puis l'an prochain. Mais s'il s'appelle Jean-François, je serais surpris qu'il ait moins de 35 ans. Effectivement, oui. Bien, pour moi, j'en connais un dans la... même si... j'en connais un qui est dans la cinquantaine, Jean-François. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis, je pense pas que c'est un jeune qui a 22 ans. Non, c'est ça. Jean-François, c'est 70-80. Oui, c'est ça. Puis, dernier vraiment teaser avant de passer au film de la semaine, là, c'était un des phénomènes de l'été. Longlegs, le thriller d'Osgood Perkins. Ça faisait longtemps que j'avais vu quelque chose d'aussi viral. Et polarisant. Les gens vont le voir, même si on en parle en bien, en mal. Je suis content. Moi, les gens vont voir par eux-mêmes. Puis c'est une expérience à vivre en soi. Là. Après ça, c'est normal si on adhère ou pas. Tous les goûts sont dans la nature. Donc, déjà révélé, en fait, son prochain film est déjà tourné. Va sortir, c'est en février? Oui, c'est en février aussi. C'est ça, donc, The Monkey. Ouais, qui est... c'est pas ça, on a parlé... c'est moi qui étais dans le champ complètement. OK, mais c'est une affaire inspirée de Stephen King. Mais moi, je connais rien à Stephen King. Là. Fait que... c'est le fameux petit singe qui tape avec des cymbales. Parce que là, on parle juste ici... On profite du wagon de
Longlegs pour tout de suite annoncer son prochain film, mais c'est pas vraiment des images du film tant que ça. Là. Ça dure 40 secondes. Ouais, c'est ça. On a C'est une juste pour image. dire comme, hey, Oz revient déjà avec un autre film d'horreur. T'sais. Fait que c'est basé sur une nouvelle. C'est une nouvelle de Stephen King qui date de 1980, effectivement. Donc, c'est l'histoire d'un jouet en forme de singe qui joue du tambour. Je vais te revenir avec les cymbales. C'est autre chose. Okay. C'est ça qui porte à la confusion. Et qui est maléfique, donc qui semble provoquer des meurtres, tous ceux qui sont en possession de ce singe-là. Alors, c'est deux jumeaux qui vont trouver le jouet dans leur grenier suite à la mort de leur père. Puis bon, ça va causer toutes sortes de problèmes. Je sais pas s'il va encore avoir des présences démoniaques, parce que là, il y a déjà dans 2 sur 4 films. C'est quand même produit par James Wan, quand même, il faut souligner. Fait que, puis c'est Theo James qui incarne... c'est pas un Neon encore? Oui, mais c'est... oui. Mais ça a été produit indépendamment. C'est Atomic Monster qui est derrière, mais je pense que ça fait pas partie de leur entente avec Universal et tout ça. Et c'est Theo James qui incarne le duo de frères. Theo James, ça vous dit peut-être rien, mais Theo James, c'est un gars? C'est un gars qui va jouer les deux. Qui va jouer les deux. Façon Lindsay Lohan. Ouais, c'est ça. L'attrape-parent. Et il faisait partie des films Divergents dans le milieu des années 2010. Puis après ça a comme été assez tranquille. La série Divergence. Ouais, Divergence. OK. Alors, c'était-tu l'autre grand mec qui était avec Shailene? OK. Oui. Alors, c'est comme un petit comeback pour lui. Il joue quand même de petits films indépendants, là, mais... Fait que bref, puis ouais, c'est ça, le singe avec les cymbales, puis c'est ça qui m'a porté confusion quand on avait parlé un peu. Comme un jouet classique d'une autre époque, là. Ouais, un petit singe à crainte qui tapote des cymbales. Ben, on a déjà vu cette image-là, puis mais on l'a déjà fait, puis c'est comme un remake, mais non. Ça, c'est le film Monkey Shines, qui date quand même des années 80, qui avait été fait par George Romero, des films de zombies. Et c'était le même principe d'un jouet. Effectivement, on s'entend que Stephen King aurait pu faire une mise en demeure, on s'entend. Ouais, c'est ça. Mais voilà. Fait que c'est pour ça qu'on a cette image-là du singe avec les cymbales, mais ça provient de Monkey Shines, alors que lui, c'est un singe avec un tambour. Bref. À suivre en février 2005, mais visiblement, je pense que ça risque d'attirer quand même beaucoup de gens suite avec Longlegs. Je pense qu'Osgood Perkins va gagner du galon. Alors, autre chose pour les biens? Non, je pense qu'on peut se lancer déjà qu'on a... Bon, restons dans l'horreur à ce moment-là. D'accord. Avec Alien Romulus de Fede Alvarez. Oui, Fede Alvarez, réalisateur uruguayen, qui a fait sa marque aux États-Unis avec, entre autres, le fameux remake de Evil Dead en 2013. Ouais, qui est très surprenant. Et je ne l'ai pas vu, celui-là. Vraiment, je le regarde. En fait, on dirait que j'avais comme un peu manqué le bateau, puis le monde m'en parlait tellement avec intensité à un moment donné que j'étais genre... je sais pas si ça me tente de l'écouter tout seul là, chez nous. Je sais que c'est le film qui a le record la plus grande quantité de faux sang utilisé, là, des hectolitres. Il y avait de l'hémoglobine, ça pissait le sang. Fait que ça. Puis bref, après ça, il a fait les 2 Don't Breathe aussi, qui étaient vraiment... bon petit trailer. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire une histoire un peu niaiseuse, mais finalement bien menée, bien montée, bon suspense à tout ça. J'ai pas vu le deuxième, là, je pense que c'est un petit peu plus Jump the Shark, parce que là, l'antagoniste devient le protagoniste, puis là, ça, c'est toujours un peu plus intense. Là. Bref, ici, Alien Romulus, chose très importante à savoir, c'est que où est-ce qu'on se situe? C'est le 7e film de la franchise Alien, puis 7? Ce serait, le 7 4, 5, si 6, on 7, écarte Alien versus Predator, qui je sais pas si on considère ça canon ou pas, mais bon, je pense pas. Ben, ils sont canons, c'est comme des préquels, finalement. C'est l'ultime préquel, c'est eux autres, quasiment. Sauf que ça n'a aucun sens parce que ça... serait comme... Ouais, c'est ça, il serait comme... Prometheus passerait avant Alien versus Predator. Ça se situe après. Prometheus, c'est dans le futur? Ouais. OK. Ben oui, c'est vrai, les vaisseaux spatiaux et tout, mais oui, t'as raison. Ouais, fait que ça marche comme pas. Surtout que les aliens auraient présence sur Terre, alors pourquoi aller les chercher dans... Donc, c'est pas canon. Non, c'est ça. Bref, fait que c'est le 7e qui s'appelle Just Alien. Et ça se situe entre l'original de Ridley Scott et le second de James Cameron, justement. Donc même, on peut dire que ça se passe 20 ans
après l'original et 40 ans avant Aliens. Alors, ça me donne une idée. Mais tu sais, il n'y a pas des petites affaires, mais il n'y a pas vraiment de lien avec le 2. Là, juste pour dire que finalement, il suit l'original de ça 79. Se passe pendant ce que Ripley est dans le sommeil, dans sa petite soucoupe dans l'espace. Voilà, c'est ça. Puis, on est sur une nouvelle planète, je pense, une planète qu'on n'a pas vue encore, une planète minière, il n'y a aucun soleil, c'est triste, et ce qu'on comprend, c'est que tout le monde qui est là est un peu pogné pour travailler dans la mine, puis se fait promettre qu'un jour ils vont pouvoir s'en aller, mais pas tant que ça. Fait qu'on va suivre une gang de jeunes adultes, dont principalement Kaylee Spaney, qu'on a vu dans Civil War, Priscilla, puis Civil War, oui, c'est vrai, exactement, la jeune photographe. Une autre couple de noms, Isabella Merced, qui était dans Dora, exploratrice, c'est vrai. D'autres que moi qui a des cheveux longs cette fois-ci. Ouais, et frisée. On la reconnaît moins bouclée. Les autres, je ne reconnaissais pas tant, mais je dois souligner, c'est David Johnson, qu'on reviendra, qui joue un androïde, qui est excellent dans ce film-là. Fait qu'eux, ils sont sur leur planète qui est comme super morose à faire ce job de merde-là, puis à perdre toute leur vie, parce que c'est des jeunes adultes. Et là, ils ont quand même de la gogosse technologique, puis ils se rendent compte qu'il y a une espèce de satellite abandonné qui vole un peu au-dessus d'eux, puis qui est sur le bord de crasher dans genre une comète ou quelque chose de même. Fait qu'ils disent, hey, on pourrait aller se faire une petite mission avec notre vaisseau in-out, puis on va aller chercher des cryopodes, là, genre donc des lits pour pouvoir dormir. Comme ça, on va pouvoir s'en aller, puis aller sur une planète, mais qui est à genre 9 années-lumière. Fait que comme tu veux pas perdre toute ta vie, ben ça te prend ces machines-là avec assez de carburant pour pouvoir te préserver pendant le voyage, finalement. Fait que ça a l'air d'un... C'est comme un heist movie, un film de braquage, finalement. On va aller sur ce truc-là, on pogne ça, et ils ont besoin d'amener Kaylee Spaney, son ami l'androïde, parce que l'androïde, comme il est créé, tous les androïdes sont créés par la Wayland Tech Corp, la grosse affaire qu'on voit partout, qui est à la base de tout dans l'univers d'Alien. Lui, il peut communiquer avec c'est ça. le vaisseau. Fait que c'est pour ça qu'il se retrouve 5 amis plus ce droïde-là. C'est pas tout le monde qui s'entend aussi bien avec tout le monde, là, des amis, des ex, des cousins, des cousines, des chums, des blondes. Bref, fait qu'on va se rendre sur ce vaisseau-là, puis ils vont réaliser que méchante surprise, c'est pas pour rien que le vaisseau que le satellite est abandonné, puis que ça se passe mal là-dessus. Fait que ça va empirer. Leur présence va venir empirer tout ça, disons. Fait que un film d'Alien, ce qu'on veut, c'est des xénomorphes. Comment ça commence, les xénomorphes? Des affaires d'en face, ça pond des œufs, ça pop le chest, ça grossit, puis ça tue tout le monde, puis ça a du sang acide sulfurique, je sais plus trop, en tout cas, de la violente acide et tout. Fait que, qu'est-ce que vous voulez de plus? En fait, ce qu'on veut, c'est que ça soit bien fait. Est-ce que c'est bien fait, à ton avis, Patrick? Toi, tu avais sûrement écouté cette nouvelle trilogie qui avait été annoncée par Ridley Scott de Prometheus et Alien Covenant? Oui, exact. Prometheus, j'avais quand même un bon moment. Je sais que beaucoup de gens étaient très sévères. Moi, j'avais trouvé ça le fun, là, et tout. Mais c'était... Tu sais, il avait annoncé une trilogie, fait que t'es comme, OK, le but, c'est d'expliquer d'où viennent les fameux xénomorphes, puis qu'est-ce qui se passe. C'est comme, bon, on a mis ici beaucoup de morceaux de casse-tête, mais je vois pas où va ce dessin-là. Puis là, Covenant, c'était lourd. Ouais, c'est ça. J'ai pas souvenir que j'avais haï mon visionnement, puis c'était de la totale boîte, mais j'étais comme, semble qu'il s'est pas passé grand-chose jusqu'à vraiment la fin avec là, David. Là, c'est vraiment le robot joué par Michael Fassbender qui est intéressant, mais c'était comme... beaucoup d'affaires niaiseuses aussi. Chaque fois, on dirait que quand ils mettent des humains normaux puis qu'ils prennent des mauvaises décisions, je l'accepte plus facilement. Quand c'est genre des militaires puis qu'ils prennent vraiment des décisions niaiseuses puis des choses de même, je suis comme, là, ça, c'est comme, tu sais... Next thing you know, un gros show-pop en après-midi. C'est ça. Et ça fait un peu écho à mes sentiments aussi. Puis j'ai été déçu finalement qu'on n'a jamais eu droit à une conclusion. Ouais, mais en même temps, c'était drôle parce qu'on a tellement donné trop de pouvoir de la part de Fox à ce moment-là, qui produisait les films à Ridley Scott, qui a juste réalisé le premier finalement. Puis oui, il avait un super bon job, mais c'est pas lui qui avait le scénario non plus. Fait que, je pense qu'on accordait beaucoup trop d'importance à son apport à Alien. Là. Je pense qu'il y avait des bonnes décisions parce qu'il y avait un super bon casting. Évidemment, d'avoir été chercher H.R. Giger pour faire la conception visuelle artistique du film. C'est sûr que ça repose tout là-dessus. Là, les visuels assez
incroyable et malaisant et dérangeant des créatures, mais bref, tout ça. Fait que ça, je suis content qu'on l'a comme tassé puis on a donné les clés de la maison à quelqu'un d'autre. Mais avant de voir Alien Romulus, t'aurais écouté, toi, l'original, que ça faisait longtemps que t'avais vu, c'est ça? Ouais, ça faisait un bout. C'est pas un film que j'écoute à chaque année. Non, mais je me souviens. Il tient bien la route encore. Il tient bien la route. Faut souligner qu'il souligne son 45e anniversaire cette année. Ouais, 79. Mais aussi, je pense que des fois, le souvenir qu'on a d'un film, c'est pas pour rien enlever, justement, là, tout est encore très bon. C'est juste qu'on se souvient, ah oui, là, il y a l'alien, l'extraterrestre qui est partout, puis là, ça tue tout le monde, puis l'action, puis tout. Puis c'est comme, le film dure 2h15, puis l'alien n'arrive pas avant genre 55 minutes. Là, c'est très lent, quand même. C'est un film de science-fiction, là. On prend le temps de dire qu'est-ce qu'ils font, puis on est là, puis on réveille le monde, puis on y va-tu pas, puis là, tu sais... même, tu reviendras, tu sais, dans Romulus, on spoil pas, là, mais tu sais, regarde, vous savez qu'il va y avoir des aliens, là. Fait qu'on dit pas quel personnage, mais il y a un personnage qui va se retrouver avec le genre de... le facehugger qu'on appelle. Ouais, c'est ça, mais ça ressemble à une limule. Oui. Ouais, c'est ça, le genre de limule d'en face qui pompe, puis tu sais, dans le premier, ça, tu sais, le gars qui se réveille, ça prend comme une journée peut-être avant. L'autre, là, ça va c'est 8 minutes là, puis c'est fait, là, tu sais, fait que le rythme est plus rapide. Puis, oui, c'est ça. Bref, fait que en tout cas, fait que le premier, ça se tient encore super bien, puis on sent aussi que c'est pas, la mode est beaucoup au soft reboot, puis des affaires comme ça. Ben, dans le cas d'Alien, tu peux pas vraiment parce que, comme tous les films... la majorité de l'équipage va périr, là. Fait que tu peux pas repartir avec toute une nouvelle gang, mettons, là. Puis, mais c'est... je sais pas comment dire, mais c'est juste une bonne suite, là. Dans le fond, on est revenu à l'essentiel de genre... Il faut du monde un peu dans un huis clos qui vont se faire péter par ce monstre-là. Là. Ouais. C'est ça qui se passe, là. Fait que, entièrement d'accord. Moi, j'ai été... pas agréablement avec surpris, un peu de mais... gimmicky aussi, là, autour. Oui. Tu sais, l'enjeu des robots est comme... la force, parce que là, tu peux plus jouer sur... C'est plus un punch que quelqu'un est un robot, parce qu'ils l'ont fait dans le premier. Ouais. Fait que c'est pour ça... Et même les créatures elles-mêmes. Genre, on les a tellement vues, fait que là, tu trouves une nouvelle façon de les amener, les ramener à l'écran. Là, ben, c'est ça, mais je trouve que c'est bien fait. C'est comme, on le sait que ça va sortir du chest, on le sait qu'il y a des œufs, que quelqu'un de niaiseux va regarder au-dessus. Tu sais, c'est comme... Toutes ces affaires-là, ben, sont là, mais sont comme plus rapides. Là. On ne passera pas 8 minutes dessus, vous le savez. Tu sais, fait que c'est pour ça que son ami Android, qui est comme aussi un droïde un peu niaiseux, sympathique. Tu sais. Oui, il est conçu par la grosse compagnie. C'est un peu défectueux qu'on comprend aussi. Ben, c'est ça, c'est un refurbish. Un peu, là, exact, qui est comme à là, puis qui sert plus de compagnon. Tu sais. Elle dit qu'il est comme orpheline, puis c'est son frère. Tu sais, puis il est comme... Mon but, c'est que toi, tu sois heureuse, là, au personnage de Kelly Spaney, tu sais, mais... Il fait tout pour qu'elle soit heureuse, puis etc. T'sais. Sauf que là, il va être en contact avec le reste de la technologie et autres. T'sais. Fait que... et c'est ça, c'est pas comme « Ah, c'est-tu un robot? » Après comme 6 minutes, on le sait. Genre, fait que, mais cool, on réussit à nous garder quand même de très bons punchs dans l'histoire. Je trouve que le scénario est très habile. Et surtout, moi, j'étais soulagé de voir honnêtement, c'est très bon. Je pense que si vous aimez l'univers d'Alien, vous allez vraiment, je pense, passer un bon moment. Ça fait du bien que justement là, on oublie, bien qu'on fait des clins d'œil à ce que des certains plans aussi. Ouais, puis ce que Scott voulait amener avec Prometheus, donc on n'écarte pas ça non plus. Mais c'est habile. Mais je trouve que c'est un bon film d'Alien. Je pense que c'est le meilleur depuis Aliens de James Cameron. Là, parce que c'était quand même juste une longue pente descendante depuis. Fait que ça fait du bien. Puis je pense que c'est un univers qui a beaucoup de matière à explorer. Je pense que c'est intéressant aussi qu'on ramène ça, je pense, justement, à l'époque d'Alien et d'Aliens. Je pense l'époque que les fans ont plus apprécié en quelque part. Fait que tout visuellement nous rappelle cet aspect-là. Beaucoup plus Aliens, même si le film n'a pas de lien avec. Je m'attendais peut-être à ça, mais finalement non, puis c'est correct aussi, parce qu'on a beaucoup de jeux pour faire d'autres films avec le personnage de Kelly Spaney que j'adore justement. Je trouve qu'elle est très bonne sans être une Ellen Ripley, mais elle est aussi intéressante à voir. C'est vraiment une bonne comédienne. Et puis c'est ça, si le film rappelle beaucoup Aliens, il n'y a pas de hasard parce que Fede Alvarez est un grand fan d'Aliens, en fait. C'est ce film-là qui va donner le goût d'un jour de faire un film dans cet univers-là. Ah ouais, OK. Ouais, il a compté que quand il avait vu la version longue,
que vous pouvez voir, là, qui est disponible en DVD, qui rajoute quand même beaucoup au film. Cameron avait rajouté comme une 40aine de minutes qui avait été coupées. Puis il a dit c'est un court extrait qui peut paraître anodin, mais qui avait vu des jeunes dans une scène dans cette nouvelle colonie-là, dans Aliens, où il y a des jeunes qui courent dans un corridor, tout ça. Puis ça l'avait comme frappé. Hein, ça peut être intéressant d'explorer. Tu sais, c'est qui ces jeunes-là? Ouais, c'est quoi la vie? La vie, c'est ça, avant que la planète soit toute terraformée et tout ça. Puis il dit, si un jour je fais un film d'Aliens, je vais me concentrer sur ces personnages-là qui seraient dans la vingtaine, puis qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis fait que ça a été ça, la graine qui a germé le tout. Puis il est allé chercher vraiment une bonne partie de l'équipe d'effets visuels. Presque John Hughes, ça, là, les films... 16 Candles, Sweet 16, puis 16 Candles. Ouais, c'est ça, ouais, les films... C'est John Hughes? John Hughes, ouais, Breakfast Club. C'est comme John Hughes dans l'espace, ouais, tout à fait. La jeune vingtaine qui se cherche. American Graffiti. Ouais. Donc, il a travaillé beaucoup avec l'équipe de gens qui avaient travaillé sur Aliens aussi. Fait que ça sent dans le design, dans l'écriture. Et on peut penser qu'il y a beaucoup d'effets numériques, mais il y a beaucoup de trucage physique. Et il y a encore des robots là, utilisés pour les créatures, dans le design des miniatures et tout ça. Fait que visuellement, le film est quand même vraiment spectaculaire. Plus spectaculaire que bien des films de super-héros qu'on met 110 millions avec 3 reshoots puis qui vont dans les vidanges. Là. On voit que l'argent est à l'écran, c'est bien utilisé parce que je disais, il y a un budget de 80 millions, ce qui est peu là, pour ce genre de film-là aujourd'hui. Mais c'est vraiment intéressant. Et puis, dans les fun facts, d'ailleurs, donc, grand fan d'Aliens de Cameron, et il est allé chercher l'aide de Cameron, qui l'a comme conseillé à la scénarisation un peu, alors qu'il écrivait son scénario. Et puis, évidemment, il a montré un premier montage à Ridley Scott qui avait donné quand même quelques cues. Alors, de ce qu'on comprend, c'est qu'il a quand même coupé quelques scènes au montage pour rendre ça un peu plus dynamique. Fait que bref, qu'Alien Romulus, moi, j'ai vraiment passé un très, très bon moment. Puis je pense que ça relance bien cette franchise-là. Oui, tout à fait. J'ai hâte de voir où on va aller. Si on revient à ce qu'on disait en début d'épisode, moi, j'y souhaite là, de faire 70 millions puis que tout le monde aille le voir, mais ça reste un film d'horreur. Puis suspense horreur, ouais, c'est ça. C'est plus, j'ai l'impression que peut-être les films des dernières semaines vont plus fonctionner que cette nouveauté-là. Mais j'espère que ça marche, j'espère qu'il va y en avoir d'autres, que ce soit Fédé ou quelqu'un d'autre. C'est sûr que ça n'aura pas un plafond comme Deadpool et Wolverine, mais s'il peut aller faire un 150 millions, peut-être un 300 millions international pour le budget. Ça doit être ça ce qu'ils visent, là, un 300 total avec un budget de 80, 160, tu le fais 2 fois, là, un 300, 350, puis on va en avoir un autre. Là. Ouais. Puis surtout, de fédérer les gens autour d'un film qu'ils vont aimer, parce que moi, c'est plus ça ma crainte, c'est est-ce que le public va être échaudé des films de Ridley Scott, puis ça va juste tomber dans l'indifférence, mais là, visiblement, je pense que non, les gens... Je pense qu'on a le goût de retomber dans cet univers-là. Le buzz est bon, les critiques sont bonnes, fait que j'espère que les gens vont être au rendez-vous. Mais si on revient à l'idée de la trilogie préquelle, la prélogie que Scott voulait faire, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y avait pas l'idée de l'ensemble. Je pense qu'il y allait un petit peu comme peut-être la dernière trilogie Star Wars, de genre, OK, là, je sais ça... Le film a fini là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait après? Ça pourrait être une autre gang. Ça peut être, je sais que parce que les équipes d'auteurs changeaient d'un film à l'autre. Puis, ouais, mais c'était sous sa supervision. Mais il y a genre 8 mains. Là, ouais, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de scénaristes. Mais je pense qu'il y avait un arc narratif avec les fameux engineers. Ça, je pense que c'était prévu dès le départ, que ça se terminait avec eux, puis que finalement, on retombait sur la planète. Parce qu'on se comprend dans le deuxième film d'Alien Covenant. C'était pas les mêmes qu'on retrouve au début de Prometheus. C'est comme un peu la même civilisation, mais c'était pas la même gang. Mais effectivement, je pense qu'il y a quand même un changement de ton entre Prometheus et Alien Covenant. Puis je pense que les gens étaient comme déçus qu'on trouve finalement pas plus les xénomorphes dans Prometheus. Fait que là, il y a comme une surenchère. Ben là, on va les ramener dans Covenant. Puis puis là, on va en mettre plein. Puis tout ça. Fait qu'effectivement, j'ai l'impression que... ça a été un peu improvisé, mais surtout, c'est ça. Je pense que ça prenait du sang neuf, tout simplement, pour... puis ça a pris un flop au box-office pour qu'on tire la plug. Là. Puis après ça, rachat de Fox, etc. Fait qu'on a mis ça sur la glace. Donc, tout ça... Dernière affaire qu'on souligne, c'est que c'était supposé être un film de plateforme. Ben oui, quand même. Oui, c'est avec le succès de... Je pense que c'était quasiment Smile, là, puis ça a relancé des affaires, puis c'est pour ça qu'il avait sorti le Boogeyman, puis ça, parce qu'il y a... pas si longtemps, ils ont envoyé le très prequel Predator.
Justement, excuse. Je pense que ça doit être un peu ça. Puis lui, il est envoyé sur la plateforme, puis tout le monde trouvait ça décevant. C'est un film qui était très sympathique, mais quand on écoute chez vous, tu sais. C'est ça. Le film avait été quand même très bien accueilli par les critiques, tout ça. Puis je pense que ils ont comme vu la déception finalement du monde qui aurait aimé ça le voir au cinéma. Puis probablement pas l'engouement d'abonnement. Ça s'est pas traduit en abonnement, mais c'était comme une entente qu'il fallait que Fox fournisse genre 5 films par année, puis qu'en fait, ceux-là, on va les envoyer direct. Puis c'est comme, je pense que quand on les pense d'abord pour le cinéma, on va les garder au cinéma, puis on en créera avec moins de budget. Là, puis c'est une autre franchise où qui est un peu échaudée. Cette tentative-là de repartir ça il y a quelques années avait été plus ou moins bien accueillie, avait plus ou moins bien fonctionné. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va développer du contenu, il faut développer du contenu. Finalement, il était avec Predator Prey. C'était-tu Prey ou... je pense que c'est ça. Juste Prey. Qui a bien fonctionné. Puis, fait que voilà. Fait qu'effectivement, quand c'est bien fait, je pense que le public peut être au rendez-vous. Parlons de choses bien faites. C'est un bon épisode. Avec le Comte de Monte Cristo oui. de Mathieu Delaporte et d'Alexandre de la Patelière. Ouais, ce duo au nom incroyable qui était derrière la scénarisation du dernier et tout récent diptyque Les Trois Mousquetaires, fait qu'ils baignent dans le Alexandre Dumas-verse. Ici, on leur confie la réalisation. Fait que je pense que c'est eux qui avaient réalisé le fameux Le Prénom, là. Je pense qu'ils l'avaient réalisé, fait qu'ils sont ailleurs complètement maintenant. Mais je pense que le goût d'avoir travaillé ces Trois Mousquetaires ont donné le goût de réaliser. Et ça a quand même beaucoup de similarités. C'est dans un autre univers, mais c'est un peu la même période, un petit peu avant, je pense. Un peu plus tard, oui. On est l'époque napoléonienne dans le Comte de Monte Cristo. Fait que 1800. Ah, puis l'autre, c'est début 1800, c'est ça? Non, c'est 1600. C'est 1600, ok, bon, tu vois. Moi l'histoire. Ouais. Ok, bon. Fait que, avant la Révolution. Je comprends où est le compte, mais c'est les Mousquetaires, je pense que c'était après. Mais en tout cas, bon. Fait que, voilà. Fait qu'il y a des similarités, là, on y reviendra, mais dans cet ça univers... reste du capé d'épée, Voilà, c'est ça. Mais la grande force du Comte de Monte Cristo, c'est que c'est un petit peu à la Shakespeare, c'est-à-dire qu'il y a un élément au centre de tout, puis ici, c'est la vengeance. Fait qu'on a un beau et jeune marin qui veut épouser une espèce d'ami d'enfance. Alors là, toutes les choses vont fonctionner pour lui. Il va être nommé capitaine, etc. Sauf ce qui arrive, c'est que sans le vouloir, parce qu'il n'est pas particulièrement coquille, mais il va faire des jaloux et il va avoir un complot contre lui qui va l'amener en prison, donc parce qu'on ne peut pas vraiment l'accuser, fait qu'on va juste le mettre dans un cachot et l'oublier là. Et tous les gens pensent qu'il est mort, et il va faire la rencontre d'un homme dans ces cachots-là qui va lui apprendre comme l'école de la vie, les langues, la sagesse, la culture, les mathématiques et tout, et aussi lui révéler où est caché un fameux trésor, le fameux trésor de genre Monte Cristo. Les Templiers, voilà. Ouais. Alors, lui, il va pouvoir exercer son plan de vengeance en s'évadant, en allant chercher cette fortune-là et en se présentant comme un nouveau, le comte de Monte Cristo, et aller, tranquillement, pas juste tuer froidement là, les trois personnes qui l'ont trahi, mais vraiment... Les humilier. Ouais, les humilier, monter un plan de vengeance pour les anéantir, les garder en vie, mais les ridiculiser, etc. Et il va se faire aider de deux autres personnes plus jeunes, un jeune homme, une jeune femme, qui eux aussi ont été lésés par ces personnes-là, pas les trois en même temps nécessairement, etc. Et surtout, essayer de retrouver l'amour de sa vie. Fait que c'est ça l'histoire de Edmond Dantès. C'est comme la vengeance est un plat qui se mange froid. Et surtout, je dirais, tu sais, est-ce que finalement la vengeance est plus importante qu'un peu la justice ou que surtout que la paix finalement, là, que retrouver ce que tu as perdu, fait qu'au lieu de célébrer, ben il est juste tout le temps dans non, c'est mon plan, c'est sa raison de vivre finalement, c'est ça. Fait que ultimement, tu te demandes même, ben là, si tu réussis, qu'est-ce que tu vas faire après, là? Tu vas avoir un gros vide à combler, là. Il va falloir que tu te trouves un job au Home Depot. Ouais. Fait que, voilà. Ben, puis au lieu d'avoir fait 2 parties, 3 parties, on a assumé, on a condensé ça. Je sais qu'on a ajouté aussi quelques personnages, quelques détails, mais par rapport au roman, mais qui viennent bien combler ici dans l'histoire. Un beau 175 minutes quasiment, donc 2h55. Donc, c'était toute une job d'adaptation. Tu mentionnes, on aurait pu faire ce choix-là de diptyque parce que le roman est à la base de 1300 pages. Ouais. Et d'ailleurs, les deux réalisateurs et scénaristes ont comme d'emblée révélé que pour eux, le récit est très différent des Trois Mousquetaires. Okay. Et pour eux,
il trouvait que ça n'aurait été pas satisfaisant pour le public d'attendre comme 6 mois puis de retomber dans l'intrigue. Il fallait vraiment que tout se déroule en un film pour que la conclusion soit satisfaisante. Puis c'était comme un paroxysme, tu arrives à une montée. Puis tu sais, je pense aussi que du côté, c'est Pathé, je pense, qui fait ces films-là. Là, je me souviens plus. En France, c'est tout qui est produit. Puis là, à un moment donné, il y a aussi un risque. C'est une business aussi. Là, Oui, là, amener tout faire des Dumas en 2 puis en 3 parties. Puis là, amener le public, il va se tanner. Là. Mais moi, le 3 heures passé plus vite que des films de 2 heures et 10 que j'ai vus dans ma vie. Là, fait que... Le montage est très rythmé, très efficace. Moi, j'avais de grandes attentes, ayant beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires l'an passé. C'était puis dans mon top 10 de l'année. Le conte a été présenté à Cannes, il était quand même louangé très fortement. Et d'ailleurs, là, c'est un méga succès en France. C'est le gros succès de l'été. Ah ouais, OK. Ouais, vraiment. Encore plus Les Trois Mousquetaires. Puis plus que un petit quelque chose, un petit truc en plus. Je sais pas, hein. L'espèce de comédie là, je sais, qui a fait genre 12 millions d'entrées. Non, peut-être pas autant, mais ça demeure... Mais plus que Les Mousquetaires. Oui, vraiment. Ouais. Je pense qu'il était comme à 4,5 millions d'entrées là, en ce moment, là, en 2 mois. Là, fait que ça va être un des gros succès de l'année. Fait que je pense que les gens ont soif de classiques bien faits. Je pense que pour le public français aussi, ils redécouvrent tout cet héritage-là qui était très à la mode dans les années comme 80-90, puis je pense qu'on a un peu délaissé ça aussi. Même les Américains se les appropriaient. Oui, tout à fait. Fait que moi, comme toi, j'ai vraiment pas été déçu. Moi, j'ai pas nommé le casting. Pierre Ninet, dans le fond, dans le rôle titre, qui est comme... je sais qu'il y a des gens qui ont... J'ai vu ça passer un peu sur Internet récemment, là, qui ont de la misère avec sa gueule, mais moi, j'ai toujours apprécié. Moi aussi. Je trouve que c'est vraiment un bon comédien. Là, depuis que je l'ai vu dans des... j'ai un blanc, François, quelque chose, là, quand il faisait dans Franck, là, c'est un cinéaste français qui fait genre un film par année, là, mais Jeune et Jolie, puis justement, il avait tourné avec Agnès de Moustier aussi. Jacques Audiard, non? C'est François quelque chose. Ozon. Oui, voilà, exactement, merci. Fait que c'est là que j'avais découvert Agnès de Moustier aussi dans un de ses films. Fait que Pierre Ninet, Agnès de Moustier, Laurent Lafitte aussi, une belle gueule là, du cinéma qui est souvent là. Puis qui a tourné déjà avec Delaporte et de la Patelière. Dans Le Prénom? Ou... Non, la comédie Maman ou Papa. Ah, c'est ces deux mecs-là aussi qui... Ouais, c'est ça. C'est eux qui ont réalisé aussi? Oui. Ah, OK. Fait qu'eux, ils ont vraiment jumpé de la comédie. Oui, changement de cap total. Mais là, c'est drôle parce qu'ils ramassent des Astérix, que tu me disais, c'est ça? Me trompes-tu? C'est-tu dans les prochains projets d'Astérix qui avait pogné un des deux, là, soit en animé ou en vrai? Je pense que c'est en animation. Ouais, c'est pas en vrai, parce que me semble qu'ils n'ont pas confirmé encore ce qui est un mélange de l'animation historique et comédie. Bastien Bouillon, Pierre Francesco Favino, qui est comme un acteur d'une 50aine d'années, mais que j'ai découvert dans la dernière année. C'est un acteur italien. Dans quelques films, des polars qu'on a vus, puis il y a des fois des projections de cinéma italienne à Québec, puis je l'ai revu dans plein d'affaires, puis j'ai fait OK, c'est vraiment un big shot, là. C'est comme un comédien très populaire en France, en Italie, puis comme plusieurs Européens et polyglottes, fait qu'il joue là-dedans. C'est lui qui est son mentor. Son mentor, l'autre prisonnier qu'il rencontre et tout. Et tout le long du film, il y a un jeune homme que j'étais là, il ressemble pas mal à Emile Schneider. Et c'est à la fin, au générique, qu'on voit que c'est Vassili Schneider. Que c'est le frère des autres, fait que de Alyosha et de Emile Schneider. Fait que le plus jeune Schneider, je pense. Là. J'ai pas fait le pedigree de toute leur famille, là, mais les frères comédiens blonds bouclés, belle gueule. Là. Ils ont 100% l'air d'être des Français. Là, mais... je t'ai peut-être coupé le sifflet tantôt. Est-ce que tu voulais parler de la direction photo? Oui, c'est ça. En fait, je voulais parler des images du film parce qu'au-delà d'être un très bon film, c'est aussi un très beau film. La direction artistique, elle est impeccable. La direction photo, les images. Les décors, je sais pas combien il a coûté comparé. Les Trois Mousquetaires nous avaient un peu habitués aussi là, à tourner en lieu réel et tout. J'ai réussi à voir ça. Les Trois Mousquetaires avaient coûté 36 millions chacun. D'euros. Oui, d'euros, 36 millions d'euros. Lui, 43 millions d'euros. Okay. Fait que c'est quand même assez costaud. Mais pas le choix là, pour un film de 3 heures historique. Puis tu le veux en prise de vue réelle. Puis, pas prise de vue réelle, mais genre dans des décors et tout. Tourné aux îles de Malte. Donc, fait qu'à la direction photo, on retrouve donc celui qui avait fait aussi le diptyque des Trois Mousquetaires, un Québécois, Nicolas Bolduc. Fait que c'est quand même très, très cool de voir ça, qui a réussi à cheminer puis là, tourne sur les plus gros films français. Là. C'est assez incroyable comme destin. Et puis... Y avait-tu fait des directions de photo de films au Québec avant d'être Oui, quand même. Puis c'est... oui, mais je l'avais interviewé. D'ailleurs, vous pouvez le trouver sur mon ciné dans les entrevues passées. J'ai fait un entretien avec lui.
Puis c'était... c'était qui? Non, c'était-tu... Mélanie Laurent. Elle avait joué dans un film québécois où il y avait une coprode. Ouais, mais c'est pas... Puis, je mélange avec Diane Kruger. Ouais, ça se peut. Fait que bref, c'est elle qui l'avait recommandé, un réalisateur français. Puis c'est comme ça qu'elle a commencé. Là. Fait qu'elle a travaillé sur un petit film, ça a fonctionné. Puis après ça, enchaîné les contrats là-bas. Des contacts. C'est ça. Fait que finalement, il fait carrière là-bas depuis quelques années. Mais ouais, visuellement, c'est très, très bon. On est dans des couleurs très, très chaudes. Le soleil, le bleu de la mer. Et ça, c'était très voulu. Et justement, les réalisateurs parlaient que leur grande influence était évidemment les classiques comme Laurence d'Arabie, tous ces films-là en Technicolor de l'âge d'or d'Hollywood. Alors, on voulait vraiment quelque chose de très classique, de très beau visuellement, de très léché. Et oui, fait que vous allez trouver ça superbe. Oui, puis en parlant de classique, moi je souligne quand même la musique. C'est pas la même, c'est pas Guillaume Roussel comme des Mousquetaires, là. C'est Jérôme Rebotti. Mais le style justement de violon et autres, orchestre à cordes. Puis il y a un genre de thème, écoute, là, il m'est sorti de la tête, mais qui revient à plusieurs moments dans le film. Puis moi j'aime beaucoup ça quand on met un thème à un film et pas juste des musiques disparates qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passe, là. Je trouve surtout une histoire comme ça. Je trouve ça intéressant de revoir ça avec des arrangements différents au travers. Fait que 100% pour le compte, moi, c'est un peu... On dit what you see is what you get. Film de cap et d'épée, de vengeance, de remise en question, etc. Ce que j'aime aussi, c'est que, on en parlait un peu dans la manière de raconter, c'est pas juste linéaire. Des fois, on te présente le truc, puis tu dis hey, c'est qui lui, d'où c'est qui sort, mais comme t'embarques, puis 5 minutes après, il y a une petite scène d'exposition qui est souvent bien intégrée, qui va te permettre de comprendre c'est qui ce personnage-là, puis pourquoi il s'intègre à eux. Plutôt que de le mettre juste de la manière « Bonjour, je vais te présenter telle personne. Il m'a connu quand j'étais jeune. » fait que c'est vraiment bien écrit. Ça paraît qu'ils sont rendus, je sais pas, là, leur 8e film à écrire, etc. Ils sont bons. Fait que, non, parce que c'est un récit qui est très dense, mais c'est très fluide la façon que c'est raconté. Et c'est raconté intelligemment. Très bon dialogue. Et tu le dis, les comédiens sont excellents aussi. Alors, Comte de Monte Cristo, allez-y, si vous aimez ce genre-là, évidemment. Là. Puis pour finir, ça me fait juste penser, c'est un peu comme les frères Rousseau là, et tout. Il y a tellement, la plupart des auteurs, des scénaristes, des cinéastes travaillent seuls, là, travaillent en équipe, mais sont seuls. Fait, tu portes ça juste sur leurs épaules à eux. T'sais. Mais il y a certains duos comme ça que c'est l'inverse, peuvent pas travailler, mais ils ont toujours été à deux. Les Coen aussi ont toujours presque toujours fait à deux. À cette heure, ils sont séparés, mais c'est quand même fascinant, alors que tu pourrais pas mettre Ridley Scott avec Coppola, là, c'est comme ça marche pas, là. Ça serait curieux. Eux, ils ont comme appris à deux, puis ont toujours fait ça de même. Tant mieux. Allons, revenons au Québec. Complètement ailleurs cette fois-ci avec Jour de chasse d'Annick Blanc. On n'est plus sur la côte française, mais bien dans le bois. Jour de chasse, comme tu as dit. Annick Blanc, qui est quand même une vétérante du cinéma et du court-métrage, mais c'est son premier long-métrage. C'est même produit par la boîte Midi la Nuit qu'elle a cofondée avec une amie à elle. Fait que c'est pas, elle sort pas de nulle part. Dans Jour de chasse, on va suivre Nina, qui est une jeune femme, une jeune prostituée au caractère assez fort, dans le fond, qui va être recueillie par une bande de chasseurs dans le bois, qu'on comprend qu'ils sont allés faire un petit show avec ses collègues dans les jours précédents. Mais là, vu qu'elle est tellement pognée dans le Grand Nord, elle dit « Je peux-tu héberger avec vous autres? » Puis jusqu'à temps que vous redescendiez, puis je vais prendre l'autobus dans une couple de jours quand ça va être possible. Puis eux, ils disent oui, mais nous, on est comme une meute, fait qu'il va falloir que tu rentres dans le clan, on est une gang de loups, il faut que tu fasses de l'initiation, et etc. Tout ça est un peu weird, mais va fonctionner jusqu'à temps qu'arrive un autre étranger qui va venir un peu ajouter des conflits, si on veut, et des problèmes dans toute cette gang-là. Au générique, il y a Naïma Ricci, dans le fond, qu'on n'avait pas revu beaucoup au cinéma depuis Antigone, qui l'a fait beaucoup connaître. Peut-être pas à la télé, mais j'ai pas fouillé. Oui, exact. Bruno Marcil, que moi j'aime beaucoup dans... Plaisir gastronomique dans les pubs. Non, c'est pas là. Moi, c'est dans... J'ai beaucoup l'émission Doute raisonnable, mais il est un personnage secondaire, il est un policier qui est là à quelques reprises, mais fait que j'étais vraiment content de le voir dans un rôle aussi fort. Alexandre Landry, Marc Beaupré, qui ont plus besoin de présentation, et d'autres comédiens comme ça. C'est pratiquement un huis clos, dans le fond, finalement, puisqu'ils sont dans le bois autour, ça veut dire quoi? Ils sont quoi? 5 gars plus elle? 4 gars? 5 gars plus elle? Ils sont 6? Ils sont 5? Ils sont 5, oui. Ils sont 5. OK. 4 gars?
Non, ils sont 5 gars plus elle. Ouais. Plus elle, plus l'autre Ouais. étranger. OK, parfait. Fait que c'est ce monde-là, bref. C'est un film, on venait de le dire, on parlait de beaux films. Moi, je le trouve excessivement beau, ce film-là aussi. Je trouve qu'il y a des bonnes idées de mise en scène, de direction photo. C'est par contre, des fois, on n'aime pas cette expression-là. C'est un film de genre. C'est-à-dire qu'on est plus dans ben, souvent, on est un peu dans le négatif. On parlait de vengeance avec le conte, mais là, ici, on est plus dans la gang. Quand tu te tiens ensemble, la meute, on dirait que... J'entendais souvent des histoires, des fois, là, deux, trois gars qui disent comme on est tous genre à l'université, puis biochimistes, puis machin, mais quand on se tient ensemble, on a comme 12 ans, puis on fait flamber nos pets, puis on devient des imbéciles un peu. Ben, il y a un peu ce contexte-là là-dedans, tu sais. On dirait qu'il y a des décisions qui se prennent dans le film que si tu demandais à chacun des personnages, c'est pas ça qu'ils feraient, mais une fois que t'es rendu ensemble, t'es comme mais c'est ça, ce côté-là de meute. C'est pas la meute comme ce qu'on a vu dans Lucie Grizzly Sophie, puis ces affaires-là, puis la droite, puis ces affaires-là, là, c'est juste des gars. L'effet d'entraînement. Ouais, tu sais, il y a un peu de masculinité toxique là-dedans aussi. Un peu un leader qui prend la place. Là, puis, c'est ça, genre. Fait que... surtout des décisions douteuses après avoir consommé beaucoup d'alcool, et de un drogue, peu de drogue. hallucinogène. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est un party de chasse qui est axé sur la gang plus que sur la chasse. Ouais. Fait que, mais tu vois qu'ils sont quand même des bons chasseurs puis qu'ils ont des techniques, etc. Mais ils sont surtout contents. Il y en a un, Alexandre Landry, on comprend qu'il va se marier dans 2-3 semaines. Puis fait que c'est un peu son bachelor au travers de ça. Fait que peut-être que leur aventure de cette année-là est plus festive que les autres dans ce cas-là. D'où peut-être pourquoi il avait amené des escortes quelques jours auparavant. T'sais. J'aime bien aussi, là on est complètement à l'inverse, c'est un film de 1h20 à peu près, puis un film qui s'assume, on n'en voit pas si souvent. Il y avait We Are Zombies il y a quelques semaines, que c'est comme, on a une bonne idée ici de scénario, de suspense qui va virer un peu au vinaigre avec des shots esthétiques au travers, mais regarde, ça peut pas durer 1h45, même si c'est une durée qu'on est plus habitué. La mode des 2h15 et plus, c'est comme, mon idée est pour ce temps-là, puis c'est bien parfait de même, cette proposition-là. Oui, puis moi, j'ai été un peu surpris par le scénario. Je suis allé ne sachant pas du tout qu'est-ce que j'étais pour voir. Puis avec le début, je m'étais dit, est-ce qu'elle va tomber justement dans une gang qui vont profiter d'elle? Puis que, mais finalement, non, c'est pas ça. On n'est pas là du tout. Elle va même comme intégrer cette gang-là. Va accepter de participer. Anti-trigger warning, là, c'est pas une histoire de viol collectif. Non, c'est ça. Fait que j'ai trouvé cet angle-là original. Tu l'as dit, écoute, je pense que la force, esthétiquement, c'est un très beau film, très bien réalisé, très bien joué aussi. Ça demeure peut-être pas un film, c'est accessible, mais c'est pas si grand public quand même, là, on va se le dire. Ouais, c'est pour ça que c'est proposition de genre, ça veut pas dire que c'est inaccessible, c'est juste, on le sait que c'est pas... Ça battra pas les belles sœurs en fin de semaine au box-office. Non, c'est ça. Fait que, d'ailleurs, ça doit être une sortie assez limitée aussi. Là. Ouais, j'ai pas regardé, c'est une dizaine d'écrans. Mais écoute, c'est un film, pour un premier film, très intéressant. Je pense que c'est une réalisatrice très prometteuse. Comme tu as dit, une bonne feuille de route dans le court-métrage. Fait que c'est visuellement ce qu'elle fait. Pour un film qui doit être quand même assez à petit budget, je pense que l'argent est à l'écran aussi. Mais c'est des bons comédiens, bon casting. Ouais, c'est ça. Ça devait être un tournage intense. C'est sûr que des tournages extérieurs à l'automne, c'est tout le temps un petit peu plus difficile. Fait que les sets, régler la lumière, on est plus sensible à tout ça. Fait que les journées sont longues et exigeantes. Mais aussi, c'est ce qui fait que c'est correct qu'il soit 1h20, c'est que tout le monde est à genre 110% tout le temps. Là. Il y a un niveau de tension tout au long. C'est ça. La tension, le malaise, des fois quand ils sont sur le party puis qu'ils se pètent des bouteilles sur la tête, puis tout le monde est toujours comme crinqué au maximum dans son personnage. Là. Il n'y a aucun de ces gars-là qui est comme celui... il y en a un en fait qui est un peu plus tranquille dans le coin. Excuse-moi, il y en a un qui est plus tranquille dans le coin, mais sinon, tous les autres, Marc Beaupré, on le connaît aussi, il parle fort, puis les autres, Bruno Marcel, il est là, fait que, c'est tout le monde devait être comme, grosse journée. J'aurais été curieux de savoir aussi, ça a pris combien de temps à tourner, ce film-là, là? C'est un genre de 20 jours super intense, ou, je sais pas. Bref. Avais-tu d'autres choses à dire? Excuse pour... non, ça va. Fait que une proposition très, très intéressante, je pense à découvrir, là, si vous aimez vraiment le cinéma d'auteur québécois, c'est à voir. Voilà. Et avant de terminer, j'ai noté une autre sortie beaucoup plus limitée, mais si vous aimez les films familiaux un peu différents, il y a le film d'animation Titina,
qui vient de la Norvège. Alors, quand je dis différent, là, on est pas dans le détestable moi ou le sang dessus-dessous. C'est une animation à saveur historique où on va suivre la conquête du pôle Nord, dans le fond, en ballon dirigeable. Fait que c'est l'explorateur norvégien Roald Amundsen qui va demander l'aide de Umberto Nobile, qui est un constructeur de ballons dirigeables, pour se dire hey, j'avais déjà essayé en ski de fond puis par d'autres manières puis on n'était pas ou en bateau puis on n'était pas capable de se rendre, mais dans le fond on pourrait voler avec ça. Puis je pense que ça marchait pas les avions non plus, fait que bref, ils ont fait ça, fait qu'on voit ça, mais à travers des yeux peut-être de Titina, qui est la petite chienne très courageuse de Umberto Nobile. Mais c'est pas l'animal ne parle pas, là, c'est pas un chien qui parle, mais c'est ça qui fait le caractère amusant pour la famille. Fait que j'ai vu ce film et c'est très sympathique. Okay. Tu vois, ce genre de film, je suis vraiment écouté en famille, peut-être à partir de, je sais pas... 4-5 ans, bébé. Mais non, il est pas trop bébé 4-5 ans, justement. J'irais plus sur 7 ans, parce que c'est comme... C'est une aventure où il croise des baleines et autres, mais il parle pas avec les animaux. Ouais, tout, ça reste comme des humains qui, comme, hey, on va aller là-bas, puis on va braver le froid, puis à un moment donné... Il n'y a pas de millions qui font des jokes. Non, c'est ça, puis à un moment donné, ça crash, puis là, il faut qu'ils trouvent refuge, puis là, leur vie est en péril, puis là, on voit qu'est-ce qui se passe après, puis etc. Puis là, il y a de la bisbille entre l'inventeur puis l'explorateur sur qui prend le crédit, etc. Fait que... Qu'un 7-8 ans un peu plus. Ouais, c'est ça. Plus dans ces âges-là. Mais si vous voulez moins les niaiseries des Minions, ou c'est sûr que Sans Dessus est encore populaire, mais vous l'avez sûrement vu, hein, peut-être, qu'on vous en a parlé en bien, puis que ça fait déjà 10 semaines genre, qu'il est à l'affiche. Et justement, tu parles de météo, donc s'il y a de la pluie dans les prochains jours, peut-être une alternative familiale. Ben voilà, tu sais, où vous arrivez, puis je sais pas, justement, votre plan A est complet, ben n'hésitez pas à prendre ça en plan B. À la place de Alien Romulus, par exemple. Alors, ça me fait rire. Il y a ça aussi qui a circulé il y a peut-être 2-3 mois. Ils ont montré un vieil extrait d'un téléjournal de 79, là, quand le film venait de sortir. Okay. Puis une journaliste qui interviewe les gens qui sortent du cinéma, puis a réussi à tomber sur des jeunes familles, tu sais. Fait que vraiment, il y en a un qui avait amené leur enfant d'avoir 8-9 ans, là, tu sais. Putain, il demande ses impressions, je pense qu'il a vraiment eu la chienne. Là. Ah ouais? Elle demande à l'enfant, là? Oui, c'est ça, tu sais. Fait que, je pense que les parents ont dû voir, c'était après le succès de Star Wars, là, tu sais, fait que là, des vaisseaux dans l'espace, comme Star Wars, puis t'amènes voir Alien. E.T. n'était pas sorti encore. Non, c'était avec. Mais là, peut-être qu'E.T. lui a eu de la misère par après, parce qu'ils ont dit, hey, là, c'est Alien 2, là. Mais... c'est ça, je travaille aussi comme toi dans le monde du cinéma depuis un bout, puis il n'y a pas si longtemps là, on voyait ça quand le Joker le 2 s'en vient cet automne, mais le premier est sorti 2018 là, genre. Puis il y avait du monde qui venait avec leurs enfants, ils aiment pas le Batman, ça va être le Joker, puis c'est comme, tu sais, il est quand même coté 13+, puis écouter une bande-annonce, tu le vois que ouais, tu viens avec un 11-12 ans, là, ça se peut, là. Moi j'en écoutais des films d'action quand j'étais jeune puis tout, mais tu sais, genre des 7-8 ans avec leur petit t-shirt de Batman Animated, là, genre, c'est comme, non, c'est pas ça, là, tu sais. Je sais pas s'ils sont sortis avant la fin, mais bref. Fait que, ouais, faites quand même attention à ce que vous amenez vos enfants, hein, les films pour le bon public, comme dit la régie du cinéma. Oui, tout à fait. Bref, merci beaucoup pour cet épisode-là de plus d'1h15. La semaine prochaine, le 23 août, à babouiner de André Forcier, parce qu'on continue, on encourage, comme je dis, on encourage tout le monde. Je dis ça parce qu'il me semble qu'on a eu beaucoup de films de vétérans du cinéma. Là. On a Coppola qui s'en vient. On a eu Denis Arcand qui avait un film encore l'an passé. Fait qu'André Forcier aussi, que je ne sais plus quel âge là. Je ne veux pas le vieillir, mais je me demande s'il n'est pas de passer 80. Je sais plus. 70. 70, assurément. Mais c'est surtout, écoute, c'est un gros mois pour les films québécois. Il y en a un par semaine. Oui, exactement. Tout à fait. Puis, ouais, parce que là, on n'a pas parlé, mais il y avait La Femme cachée qui était sortie la semaine dernière. Voilà. Puis il y avait nos épisodes spéciaux. Dans le fond, qu'on a diffusé, mais fait par l'équipe du film. Et il y a aussi, curieux de voir, Blink Twice, première réalisation de Zoé Kravitz. J'espère qu'on aura l'occasion de le voir pour en discuter avec aussi Channing Tatum, qui est partout tout le temps. Là, lui, jamais de répit pour Channing.
Bref, de retour à mon message de fin habituel. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@monciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Puis je vais rajouter que justement, il va y avoir un entretien avec Antoine Bertrand et Bachir Ben Sadek pour le film La Femme cachée qui devrait être en ligne au courant de la semaine prochaine. Alors, surveillez ça si vous voulez en apprendre un peu plus sur ce drame très percutant. Est-ce que tu as vu le film? Oui, je trouve ça très intéressant. Puis la conversation était vraiment le fun. Les deux étaient très généreux. Oui, puis c'est le fun de revoir Antoine Bertrand. On l'a vu beaucoup, on dirait plus dans la comédie récemment, puis de le revoir dans le drame comme ça. Puis tu sais, il y a quand même une ou deux blagues au travers du film, il reste la même bonhomie de personne qu'on comprend qui est un père très sympathique et tout, mais amené qui se ramasse dans quelque chose qui le dépasse complètement. Mais tout en retenue dans son jeu. Puis d'ailleurs, on a abordé cette question-là aussi. C'est plein de secrets. OK. Et voilà. Fait que sur ça, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn. Et puis, si jamais des amis vous invitent à aborder un vaisseau qui dérive dans l'espace, songez-y 2 fois.